Bonjour. Merci d'être là et si nombreux pour cette seconde session. Nous avons donc le plaisir d'organiser cette table ronde autour du soin à l'épreuve de la ségrégation avec trois collègues que je vais vous présenter rapidement. Élise Pestre, qui est notre hôte. C'est trop fort ? Bien, d'habitude on demande l'inverse. Donc Élise Pestre, psychanalyste, maître de conférence à l'UFR d'études psychanalytiques, membre du CRPMS, donc, qui est notre hôte ici. Et puis deux autres invités qui sont à ma gauche Marcella Gargiulo, qui est psychologue, maître de conférence à Paris Descartes, donc Paris 5, et membre du laboratoire psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse. Et à ma droite, nous avons donc Marguerite Cognier, c'est ça ? Qui est maître de conférence en sociologie, donc sociologue à Paris Diderot, et qui est membre d'un laboratoire, du laboratoire URMIS, et qui travaille particulièrement sur les relations interethniques et les institutions de santé. Voilà, on va tout de suite donner la parole à notre première participant, donc Élise Pestre, qui va nous parler du soignant ségrégué et l'inquiétante étrangeté du transfert. Je crois que le plus simple est d'écouter toutes les interventions et ensuite de travailler ensemble autour de leurs propositions. Merci beaucoup Marie-Caroline. J'en profite juste pour dire que je m'excuse tout à fait d'avoir, c'est ma faute, quand on a relu les maquettes, Marguerite Cognier, je suis pourtant vraiment extrêmement heureuse qu'elle soit là, mais ne figure pas sur le petit CV de notre brochure. Mais voilà, c'est ce qu'on disait depuis ce matin, c'est vraiment important qu'il y ait l'URMIS qui soit présent aujourd'hui, qu'il y ait des collègues sociologues, anthropologues qui soient là avec nous pour partager cette journée. Donc je vous parlerai aujourd'hui d'une recherche en psychanalyse qui s'est déroulée à l'hôpital et qui se poursuit toujours et qui est le fruit d'un partenariat entre notre labo, donc le CRPMS, et le COMED, le Comité pour la santé des exilés. On travaille sur cette recherche depuis 1 an et demi avec Laure Volmark, qui est psychologue et responsable du pôle psy au sein de cette structure, ainsi qu'avec une collègue, maître de conférence, Pascale Baligan, que j'ai aperçue tout à l'heure, mais là, peut-être, elle est... Voilà, elle réapparaîtra peut-être un peu après. Donc, cette étude s'intitule « Le patient étranger dans la relation de soins ». Et j'ai choisi aujourd'hui d'évoquer une situation particulière où je me propose de poser une focale sur ce qui a émergé du côté des soignants qui se sont exprimés sur leur vécu de la relation de soins avec des patients étrangers, des soignants que nous avons pu rencontrer et interviewer, qui travaillent dans des quartiers situés en périphérie de la ville, dans des banlieues pauvres, où ils accueillent des patients en situation de grande précarité. Alors, ces soignants étaient pour beaucoup d'entre eux étrangers et ils ont pu fréquemment nous faire part de leurs propres sentiments de mise à l'écart, d'isolement et finalement de ségrégation. L'analyse approfondie de ces entretiens nous a donc amené à observer qu'un certain nombre de ces soignants se sentaient ségrégés. Et l'hypothèse que j'ai pu faire, c'est que cette mise à l'écart constituait l'un des mécanismes de reproduction de la ségrégation qu'on rencontre à l'hôpital. On verra donc que certains soignants vont ségréguer à leur tour des patients étrangers, rendant ainsi compte de manière paradigmatique des obstacles imaginaires qui peuvent être en jeu dans la relation de soins. Or, dans cet exposé, je développerai principalement 2 points. La question de l'étranger et de son caractère d'étrangeté dans la relation de soins, tout d'abord, puis les obstacles imaginaires en jeu dans le lien transférentiel à partir de la situation du soignant ségrégué / ségrégant. Alors, pour situer mon propos, je dirais que nous sommes partis d'un constat qui apparaît très clairement dans des études en santé publique récentes, puisqu'il a été établi qu'il existe un traitement différentiel, pour ne pas dire discriminatoire, des personnes étrangères ou perçues comme telles, ainsi que des difficultés spécifiques d'accès aux soins pour ces personnes. Alors, je ne développerai pas ces études, mais quand même 3 exemples brièvement. On s'est rendu compte, par exemple, que le dépistage du papillomavirus
était moins systématiquement réalisée chez les femmes étrangères qu'autochtones. Hein. Là, je cite la thèse de Maud Gelly, qui est médecin et sociologue, travaille au COMED. Par ailleurs, et là je reprends un article que Marguerite Cognier a écrit, aux États-Unis, diverses études ont mis en évidence la disparité dans l'accès aux soins entre les Noirs et les Blancs, hein, notamment à Yan Yan, Epstein, dans les années 2000. Et enfin, je dirais qu'en France, on retrouve des études de ce même type avec la population immigrée et originaire des DOM qui invoque très fréquemment l'origine et la couleur de peau comme motif de traitement différencié par les professionnels de santé. Voilà, ça c'est un peu pour introduire le contexte. L'étude dont je vous parlerai se situe donc à l'hôpital et son objectif vise à étudier la relation de soins à partir des pratiques professionnelles et donc d'interviewer des professionnels pour expliquer ce qui se passe dans cette petite unité de soins dans laquelle un lien transférentiel va se créer, puisque c'est précisément au sein de cette cellule de soins que vont être générées des orientations médicales et des choix thérapeutiques. Alors, c'est à partir d'une psychanalyse en extension dans le champ social, hein, comme l'a désigné Lacan, qu'on s'est centré sur une pratique dans le champ de la santé pour envisager les effets de ségrégation qui rendent compte de problématiques qui sont en jeu dans le réel social. Ce qui n'enlève rien de ce qui se trame du côté du sujet de l'inconscient. Cette exploration du lien transférentiel nous permettra ainsi d'envisager ce qui se passe au niveau de la relation et du côté des sujets. Alors, qu'est-ce qui susciterait, la question, hein, dans cette relation de soins, des orientations différenciées entre étrangers et autochtones? Est-ce seulement, entre guillemets, le fait que le patient soit étranger qui induirait des logiques de ségrégation chez le soignant et des inégalités dans les traitements? Quels sont les mécanismes psychiques et ou la logique inconsciente qui amènerait le professionnel de santé à une prise en charge qui l'éloignerait de la qualité, hein, des compétences qu'il doit déployer pour son patient? On a commencé, avec les collègues que j'évoquais tout à l'heure, à dégager quelques pistes de réponse à ces interrogations en partant de la question de l'étranger dans la rencontre soignant-soigné. Alors, l'étranger, ici, il est à concevoir en tant que celui qui a un caractère d'étrangeté, hein, comme son ancienne dénomination étrangier le définit. Il n'est donc pas seulement envisagé en tant qu'étranger de la nation, mais aussi en tant qu'il incarne l'étrange. Dans cette petite cellule de soins qui constitue un espace de rencontre entre soignants et soignés, c'est en premier lieu, je dirais, la dimension d'altérité, le caractère d'étranger, de ce qui fait, de ce que peut faire surgir, hein, la rencontre avec l'autre, qui est à relever. Par exemple, Fethi Benslama a pu parler de l'étrangement de soi, ou Kristeva de l'étranger à soi-même. Hein, et là, on voit déjà se dessiner les notions de refoulement, de retour du refoulé. Alors, en considérant l'étranger au-delà, je dirais, de ce statut d'étranger de la nation seulement, on en est arrivé à la question suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait finalement étranger, qu'est-ce qui peut faire étranger pour le soignant dans le lien transférentiel? Et est-ce que ce n'est pas ça qui engagerait des inégalités dans l'orientation du malade étranger et dans sa prise en charge? Donc c'est là que la dimension fantasmatique, hein, va s'immiscer, hein, en quelque sorte, et on va voir qu'elle va avoir un certain impact au niveau de la prise en charge soignante. Or, pour éclairer cet aspect transférentiel, justement, je commencerai par citer une thèse que j'ai trouvée vraiment intéressante sur le transfert chez Freud et Lacan, un travail de Juan Pablo Lucchesi, dans laquelle il propose en guise de première définition du transfert l'énoncé de Grace Kelly, qui se demande, dans un film intitulé « Une fille de la province », pourquoi tant de colère contre un parfait inconnu? Et donc, Lucchesi écrit, en une courte phrase, c'est tout le phénomène du transfert qui se trouve évoqué. Cette remarque de Grace Kelly coïncide avec le versant affectif, hein, du transfert et des sentiments qui se développent vis-à-vis de quelqu'un qui n'y est pour rien en principe.
Donc, il y a la dimension de l'affect qui est introduite et la dimension de l'ici et le maintenant, ici et maintenant, avec la question de l'actualisation, finalement. Alors, le lien transférentiel dans la relation de soins va être, comme tout lien transférentiel unique, il va témoigner de ce qui va faire étranger pour le soignant. Par exemple, le mettre en colère, si on reprend l'expression de Grace Kelly, ou l'irriter, comme cette soignante qui dit « il y a des patients étrangers, c'est des Roissy ». À travers cette métonymie, elle reprend le nom de l'aéroport pour caractériser ces personnes qui viennent juste, selon elle, se faire soigner en France directement depuis Roissy. Ou encore d'autres vécus émergent, comme celui d'être impuissant face à la détresse sociale qui envahit la relation et qui vont pouvoir déprimer le patient. On a pu l'observer à de multiples reprises. On commence à percevoir à travers ces exemples la complexité du lien transférentiel qui va susciter dans certains cas chez le patient des points d'identification à des traits de son patient, mais à tel ou tel trait, par exemple à la précarité, à la tristesse, au fait que son patient soit une victime. Et il est ainsi apparu que certains traits du patient allaient être élus, entre guillemets, par le soignant pour leur capacité à incarner des représentations refoulées et des traits du moi du soignant. Je reviendrai ensuite sur cette question identificatoire, car en effet, ça va finalement être tel patient étranger et pas tel autre qui va susciter du rejet chez le soignant. C'est ça qui est intéressant, finalement, quelque part. Alors, c'est ici que la notion de jouissance me semble vraiment importante à introduire en tant que pierre angulaire de la dimension inconsciente, car on se demande si finalement ce n'est pas telle forme de jouissance et pas telle autre qui générerait du rejet chez le soignant. Alors ici, la conception du racisme, telle qu'a pu la développer Lacan, semble tout à fait pertinente quand il dit que c'est l'insupportable de la jouissance de l'autre, de ses modalités de jouissance particulières, qui sont rejetées par celui qui est raciste. Et d'ailleurs, on peut se demander, qu'est-ce finalement que le totalitarisme, on en parlait ce matin, le colonialisme, si ce n'est la volonté d'exercer une modalité unique de jouissance et d'éradiquer toute modalité autre de jouissance. Donc, on pourrait dire qu'il s'agit bien là d'une ségrégation de jouissance. Alors, à propos du racisme, le psychanalyste Éric Laurent écrit « Ce n'est pas de choc des civilisations dont il faudrait parler, mais de choc des jouissances ». D'où des fantasmes d'une seule manière de jouir. Et on le voit très bien avec ce qu'on vit en ce moment avec Daesh, c'est-à-dire ils sont dans la ségrégation haineuse d'autres modalités, et c'est insupportable, donc il faut détruire ça. On voit ici comment le racisme, qui renvoie à l'hostilité envers un groupe racial, serait donc absolument inséparable de la jouissance et indissociable de la structure du sujet. Même si je ne suis pas spécialement millérienne, j'aime bien cette phrase de Jacques-Alain Miller qui dit « Qu'est-ce qui fait que cet autre est autre ? Qu'est-ce qui fait qu'on le hait dans son être ? C'est la haine de la jouissance de l'autre, qui est même la forme la plus générale que l'on puisse donner de ce racisme moderne, tel que nous le vérifions. La haine de la façon particulière dont l'autre jouit. Mais si le problème a l'air insoluble, c'est que l'autre est autre à l'intérieur de moi. À cet égard, la racine du racisme est la haine de ma propre jouissance. Donc, on voit bien ici l'aller-retour, la permutation qui s'opère avec ce que j'évoquais avant, cette dimension de l'étranger, de l'étrangement du soi à soi. Et donc, finalement, ce qui fait étranger chez l'autre, qui n'est rien d'autre que ce qui fait étranger en moi. Alors, pour prolonger la dimension de cette jouissance haute et de la question de l'étranger dans le transfert, je souhaiterais évoquer une des récurrences qui nous a frappés dans le discours des professionnels de santé et qui a surgi lorsque les soignants évoquaient leurs difficultés et les obstacles dans la prise en charge de leurs patients étrangers avec la question du langage. Alors, on a été assez frappés parce qu'on entendait beaucoup « le patient étranger, on ne le comprend pas ». Alors, on va voir que ça dépasse la simple question linguistique. C'est finalement, cette phrase, elle témoigne d'une
buté face à l'autre, à sa différence. Et cette incompréhension, justement, est souvent rapportée sur la langue, reportée sur la langue, sur la barrière de la langue, contre laquelle les soignants semblent véritablement se cogner. Et ça, on a travaillé, j'y reviendrai après sur la question des figures, et c'est Pascal Baligan, qui est arrivé entre-temps, beaucoup travaillé sur cette question-là. Il y a vraiment la barrière, on a l'impression, qui se cogne, en fait. Donc, il apparaît bien que ce « on ne le comprend pas » déstabilise le soignant d'une manière générale et peut lui donner le sentiment, on l'a vu, d'être impuissant, voire l'épuise, parce qu'il faut encore plus expliquer qu'un patient qui serait français de souche, entre guillemets, par exemple. On a observé que cette butée pouvait donc conduire à des modalités de prise en charge différentes. Or, dans cette lignée de « on ne le comprend pas », je pense à l'exemple relaté par un soignant d'une jeune patiente rome qui faisait ses besoins dans son lit. Alors, elle était apparemment isolée, je cite le soignant, et n'avait pas de visite alors qu'elle venait d'accoucher. Donc, je cite le soignant. « Elle a eu une césarienne, c'était en suite de couche, personne n'arrivait à comprendre ce qu'elle voulait. Et pour manifester cet état de manque de communication, elle faisait ses besoins dans le lit. On m'a interpellée, raconte-t-il, en me disant « on en a marre ». Je la regarde, cette femme, et j'ai senti tellement de détresse dans ses yeux que j'ai dit « mais quelle langue elle parle ?» Et là, on m'a dit « on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'elle dit ». Le soignant demande si l'équipe a fait appel à un interprète. Je le cite, parce qu'on a la possibilité quand même de faire ça. Et là, la personne répond non. Je demande très vite une interprète, dit le soignant, et en fait, cette femme, elle ne savait pas pourquoi son enfant était hospitalisé en néonatologie. Elle avait très peur, elle était angoissée. Tout ça faisait que c'était sa façon à elle, une façon animale, on peut dire, de réagir pour qu'on s'occupe d'elle. Après, on l'a compris, on l'a accompagnée, dit-elle, et ça s'est beaucoup mieux passé. Quand on demande pourquoi, lors de l'interview, il n'y a pas eu de recours avant à l'interprète, la soignante dit peut-être parce qu'elle est rome. C'est une patiente qui n'a pas fait suivre sa grossesse. L'idée du rome, c'est des gens qu'on ne peut pas apprécier. C'est tout ce contexte-là. Bon, on pourrait poursuivre dans la figure de l'étranger qu'on ne comprend pas, par finalement ce qui émerge chez ce semblable différent, c'est qu'il y a de l'énigme en fait. On retrouve cette énigme qui peut être angoissante, déroutante et qui rappelle bien sûr l'inquiétante étrangeté freudienne, tout ce que l'Unheimlich avec finalement ce nouveau qui est en fait déjà connu et l'étrangement inquiétant qui va pouvoir être inducteur justement d'angoisse. Alors, ce qui m'a semblé aussi, c'est que ce qui pouvait se produire dans ces situations-là, c'était que le soignant se sentait ébranlé dans son rapport à son savoir. Et que cette déstabilisation-là allait pouvoir aller au niveau du fantasme, mais jusqu'à le destituer de sa position de professionnel. Et on sait que le savoir médical, bien sûr, est fortement idéalisé des deux côtés. Il y a énormément d'attentes, surtout dans des contextes comme ça de précarité. Et puis tout simplement parce qu'il y a du transfert. On attend beaucoup de son soignant, puisqu'il est précisément un sujet supposé savoir. Aussi, cette rencontre entre cette attente importante du malade qui a besoin de lui, qui va pouvoir projeter des choses, et cette butée du soignant qui ne le comprend pas, va bousculer le soignant. Et c'est dans cet ébranlement-là, je dirais, qu'on relève des mécanismes défensifs qui vont se mettre en place et se manifester, c'est ça notre hypothèse, dans des orientations de soins qui seraient différentes. Et donc, voilà, l'hypothèse, c'est que c'est quand il serait renvoyé à l'inconsistance de son savoir, à la possible chute de cette position idéalisée, que surgirait de l'angoisse, de l'agressivité et d'autres affects. On a beaucoup entendu ça chez les soignants avec de la culpabilité, de l'impuissance, mais aussi la terreur de l'erreur médicale. Justement, avec ces questions d'incompréhension, là, on a eu pas mal d'exemples aussi assez sombres, parfois, face à ces butées-là. Avec ce sentiment de déroute, donc, le soignant
orienterait d'une façon différente. Alors on voit ainsi qu'il y a de l'inassimilable en jeu, et ce qui va faire étranger pour le soignant va pouvoir le conduire parfois vers une massification, on pourrait dire, du patient étranger. Ça nous donne par exemple, à titre d'exemple, ceux qui viennent du Maghreb connaissent les bons tuyaux. Celui qui vient de tel endroit, il est comme ci, il est comme ça. C'est-à-dire que par la massification de l'étranger, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une identification à un trait symptomatique qui devient exclusif, ça devient le sujet. Comme on entend parfois, oui, lui c'est un précaire, un Roissy, un Rome, ça condense en fait. J'en arrive à mon deuxième point, dans lequel je décrirai un phénomène qu'on a pu repérer dans des hôpitaux qui se situaient au seuil de la ville, où on a pu observer et écouter des soignants étrangers en particulier, mais pas seulement, qui avaient le sentiment de vivre une certaine mise à l'écart. On a parfois pu entendre comment, dans certains cas, ils allaient justement, il y avait cet effet de massification de l'étranger, mais qu'ils allaient pouvoir aussi, à leur insu, ségréguer des patients étrangers. Je dirais qu'ici, mon hypothèse, toujours à partir de ce qui apparaît dans les discours des soignants, c'est qu'il y a quelque chose qui se répète, d'où ce que j'ai désigné par le soignant ségrégué / ségrégant. Je pense ici à un soignant qui a dit, par exemple, qu'est-ce qu'elle vient faire ici en France, cette personne? Moi, je suis venue ici, je connaissais bien déjà la culture de ce pays, sa langue, j'avais étudié le français. Il y en a qui arrivent et ils ne savent rien d'ici, ça n'a aucun sens. Alors, je dirais que la question qui s'est posée ici, c'est comment, quand le soignant se sent lui-même mis à l'écart, du fait de travailler loin, on évoquait ce matin la question des logements, mais ça a un sens aussi, c'est-à-dire de ne pas pouvoir trouver un logement, du fait de son nom dans la ville où on voudrait être. On s'écarte de la ville lumière, là. Il y a quelque chose comme ça où il se sent encore plus dévalué, disqualifié dans sa fonction de soignant. Comment va-t-il être en capacité de prendre soin de ses patients et de soutenir la position dissymétrique nécessaire, pourtant, à sa fonction de soignant quand il vit cela? Il ressort, en effet, toujours donc à partir de l'analyse des entretiens, qu'il semble très difficile pour certains soignants d'aller vers un objet, le patient qui serait cause de soigner, du côté d'un désir de soigner, quand eux-mêmes se sentent précisément déclassés. Parce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'à s'identifier aux déchets, se vivre comme déchets du système de santé, et parfois même se déprimer massivement, comme on a pu le repérer. Alors, on en arrive à un point, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, très peu. Quand même un point fondamental qui est la question des identifications là, qui vont être en jeu, justement, entre soignants soignés, et en particulier dans ce cas-là des soignants étrangers. Alors, dans l'identification, Lacan a souligné que le moi du sujet est fait de la série des identifications qui ont présenté pour lui un repère essentiel à chaque moment historique de sa vie et d'une façon dépendante des circonstances. Le moi n'est donc pas je, il est autre chose, dit Lacan. Il est un objet particulier à l'intérieur de l'expérience du sujet. Littéralement, le moi est un objet qui a une fonction imaginaire. On peut dès lors penser que cette série des identifications qu'il évoque et qui constitue le sujet, son moi, va trouver des voies de présentation au sein de la relation soignant-soigné, et notamment à travers la construction de figures de l'étranger. Et ça, c'est vraiment un point, donc, voilà, que je recite Pascal Baligan, ici présente, mais qui a beaucoup travaillé cette question-là des figures de l'étranger, qui, d'une manière générale, je dirais, sont nombreuses dans les discours des soignants, de tous les soignants. On en a tous, je dirais. C'est par exemple la figure de l'étranger irrationnel, alors qu'il se décline sous la figure, évidemment, du radicalisme religieux ou de la pensée magique. Par exemple, c'est une Belphégor, ou encore des figures coloniales de l'étranger, où on trouve là le bon, le mauvais sauvage, ou encore l'enfant à éduquer, la consanguinité. Bon, je ne vais pas toutes les décliner, mais ça s'est vraiment constitué comme un élément central, je dirais, de notre étude, parce que l'idée, c'est qu'elles vont intervenir, ces figures-là, qui à la fois, il y a
le sujet puise dans l'imaginaire, hein, on va dire en circulation dans la société, mais aussi ça se fabrique à partir, lui, de ses propres traits, hein, justement, de certains éléments inconscients. Et donc, face à certains patients, ça va rendre chez le soignant présent certains éléments qui vont favoriser l'émergence de traits identificatoires, justement, dans cette relation en présence. Donc, l'idée, c'est de dire, hein, je vais refermer un peu les choses, c'est que ces figures, elles ont un statut, hein, nous, on leur a dégagé une sorte de statut de formation psychique, hein, elles sont fabriquées par les soignants à la manière d'un modelage subjectif, propre à chacun, lié à ses propres identifications, mais où ils puisent aussi, justement, dans les représentations collectives, hein, pour leur donner un nom, dans le lien social. Mais ce qui nous a quand même frappé, je trouve, c'est que chez ces soignants étrangers qui se sentaient ségrégés, il y avait une sorte de prolifération de ces figures qui allait jusqu'à provoquer des interférences dans leur pratique professionnelle, voire même qui pouvaient parasiter, hein, la relation de soins et faire vaciller cette position du soignant dans ce rapport dissymétrique. Hein. Et paradoxalement, je finirai peut-être là-dessus, les figures de l'étranger, chez ces soignants-là qui se sentaient ségrégés, étaient parfois des figures de l'étranger qui puisent dans un imaginaire colonial. Hein, par exemple, voilà, la naturalité, une soignante qui dit « ça va 2 fois plus vite avec les étrangers parce qu'avec une mère française, on a beaucoup plus de questions ». Je prends l'exemple du sein, mais pour la mère française, on prend beaucoup plus de temps à expliquer, tandis que pour la mère africaine, c'est inné. De mettre l'enfant au sein, ça va tout seul, vu qu'elle en a déjà eu 3 avant, c'est facile. Bon. Voilà. C'était pour vous transmettre quelques hypothèses qui permettent d'explorer, je dirais, les racines inconscientes, hein, de positions soignantes et des circuits possibles de reproduction de la ségrégation, hein, pour qu'on soit en mesure de les penser, de les élaborer à plusieurs, hein, avec justement, Marguerite, après, travaille beaucoup sur ces thématiques-là, plusieurs disciplines, et ne pas faire non plus comme si elles n'existaient pas, et tous être responsables, en quelque sorte, de ces figures-là qu'on fabrique, hein, et en être conscient. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Élise, pour cette proposition absolument passionnante, sur laquelle on reviendra donc après avoir écouté les autres intervenants. Donc, nous écoutons directement Marguerite Cognier autour de l'univers hospitalier entre ségrégation et discrimination. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je parle après Élise. Et comme elle a bien introduit ce dont moi je voulais parler également. Et je pense que pour une fois, peut-être on va pouvoir avoir un vrai dialogue, peut-être interdisciplinaire, parce que tes approches sont quand même celle de la psychanalyse, même si j'ai trouvé qu'il y avait des ponts avec la sociologie, déjà, que tu annonçais très bien. Et moi, je vais plutôt proposer, sur les mêmes objets, un regard plus sociologique, je pense, en tout cas plus lié à ma formation. Donc, ce que je voulais aborder justement dans cette communication concerne ce que j'ai appelé, pour les causes du colloque, un peu les indices des formes de ségrégation dans l'organisation de la santé. Et je vais le faire en m'appuyant sur plusieurs des travaux de recherche qui ont jalonné mon parcours de sociologue depuis une vingtaine d'années. Bon, alors, en fait, quand Élise m'avait invité à participer à ce colloque, j'avais commencé par presque dire... Enfin, j'avais pas dit non, mais j'avais dit, écoute, je ne suis pas vraiment sûre que ce soit ma place, parce que je ne travaille pas vraiment avec la notion de ségrégation. Bon, donc elle a quand même insisté, et je lui ai intégré. Et effectivement, ça m'a d'abord ramené au fait que j'avais un peu tort. Et effectivement, je l'ai quand même déjà utilisé. Je ne me rappelais plus vraiment. Même si, depuis, j'ai utilisé des termes connexes comme stratification et surtout discrimination. Alors, finalement, je voudrais profiter de la communication aujourd'hui pour commencer à réfléchir sur les liens qu'entretiennent justement ces 3 termes, ségrégation, stratification, discrimination. Et à partir donc d'illustrations de travaux empiriques qui portent en fait sur 2 espaces propres à la santé, où moi aussi j'essaye de réfléchir à ces questions de ségrégés, ségrégants bien sûr,
finalement, et où j'essaie de lier ce qui est souvent justement disjoint d'habitude, c'est-à-dire la santé comme organisation de travail, organisation professionnelle, qui est dans cela comparable à d'autres organisations de travail ou d'autres espaces sociaux, et puis l'univers du soin, que l'on ne pense pas toujours en termes de travail, quand on en parle dans l'usage courant. Et en fait, à mon sens, ces trois notions ont l'air de décrire des phénomènes qui sont différents, mais qui, pour moi, en réalité, au travers des travaux que je mène, indiquent plutôt des modes opératoires du traitement inégalitaire de l'autre. En fait, si nous observons, c'est ce qu'on nous pouvons observer comme, par exemple, état de ségrégation et souvent un état de fait, ce qui m'intéresse davantage, c'est d'en analyser plutôt les processus de production et surtout de m'interroger sur les acteurs en fait, qui instruisent ces processus. Donc j'essaierai d'introduire dans chacune des deux parties de mon exposé une discussion sur l'usage des termes et nous pourrons peut-être poursuivre donc dans la discussion sur ce débat. Alors le point de départ de mes études en sociologie en fait viennent d'une observation que je réalisais au début des années 80. À l'époque, j'étais jeune infirmière dans un hôpital psychiatrique chargée de la santé mentale de la population du 93, donc le département de la Seine-Saint-Denis, bien connu dans les représentations de la population francilienne, comme étant le département ségrégué, justement. Et je notais à l'époque, comme d'autres soignants, une augmentation assez marquée d'hospitalisation sur la contrainte, sur décision préfectorale, ou décision de la mairie, des autorités de police, donc d'une manière générale, qu'on appelait à l'époque les placements d'office, de jeunes hommes que l'on appelait alors les deuxièmes générations d'immigrés, pour bien signifier leur extériorité à la nation française. Une jeunesse que l'on ne voyait pas encore comme un risque de se radicaliser, mais en psychiatrie, ou que l'on voyait plutôt comme des déviants, à caractère psychopathique, d'un nouveau type. J'ai souvenir de discussions avec des psychiatres qui s'interrogeaient un peu sur ces caractères psychopathiques, sociopathiques de ces jeunes hommes. Et la psychiatrie, bien sûr, avait pour mission de les contenir, à défaut de les rééduquer, où on reconnaît bien là donc l'anatomopolitique de Michel Foucault. Ce constat fort interrogateur sur les traitements réservés aux minorités m'a fait m'orienter en fait rapidement sur la sociologie des relations interethniques dans le cadre d'une reprise d'études. Pourtant, je ne traiterai pas tout de suite de cette question. Mes premières recherches en maîtrise et en DEA sont sous l'influence des premiers travaux français de ce champ en émergence. Véronique de Ruder et Isabelle Toaboada, cofondatrices du jeune laboratoire URMIS avec Marie Stripier et François Vourche, viennent juste de publier 3 ouvrages sur la cohabitation pluriethnique dans les quartiers parisiens. Je traiterai donc, sous cette influence, entre autres, de la ségrégation résidentielle dans les espaces urbains à Paris et dans la commune de Saint-Denis. Je me livre à des calculs de dissimilarité. Bien sûr, je fais d'autres choses, mais je cite ça pour les besoins de la démonstration. Et ces calculs de dissimilarité, dont Véronique de Ruder, dans un de ses articles, nous rappelle que justement le terme même dissimilarité renvoie à la question de l'assimilation et donc de la question de l'intégration ou de la non-intégration. Et ces calculs-là donc démontraient des différences significatives dans l'occupation des divers types d'immeubles entre les communes et dans les deux communes. La population majoritaire occupait donc bien plus souvent les immeubles et les quartiers riches et les immeubles cossus que les immigrés et leurs descendants qui, eux, se trouvaient surreprésentés dans les immeubles et les quartiers dégradés. La notion de ségrégation et celle de discrimination faisaient déjà ici l'objet d'un débat où, avec les chercheurs que je viens de nommer, donc, nous nous demandions si la ségrégation était autre chose qu'une discrimination dans l'espace résidentiel. Ces deux notions s'inscrivant dans une controverse entre inégalité sociale et différence. Les inégalités sociales supposant à minima des acteurs qui les produisent et les entretiennent, ou encore lutte pour les éradiquer. Les secondes pouvant être bornées à des constats et poser pour toute ambition une vision relativiste de celle-ci. D'origine latine, le terme ségrégué signifie séparer du troupeau, ségrégation, et c'est l'instauration d'une distance, nous disait Véronique, entre une distance physique dans un espace territorial entre des parties qui pourraient ou auraient pu être jointes, imposées par la loi, comme ce fut le cas sur l'ère coloniale, ou relevées de pratiques ou de politiques sociales, comme le furent ou sont encore les bidonvilles, quelle que soit la manière dont on les appelle, et leur résorption dans les grands ensembles relégués de la périphérie des villes. Discriminer, c'est distinguer.
différenciés, soit tenir pour distincts ou différents, et par conséquent traités distinctement ou différemment. Une opération qui peut être mentale ou matérielle, quand la ségrégation, elle, est par définition une notion beaucoup moins abstraite. La question est donc bien avant tout une question sociale et politique, même si elle se traduit, dans l'occurrence dans les études urbaines, par une certaine territorialisation des problèmes sociaux, une ségrégation des groupes catégorisés comme à problème ou en difficulté. Discriminés, ségrégés partagent un certain nombre de points communs, dont celui de pouvoir être appréhendé comme un État ou comme un processus. Or, les considérer comme un État conduit de fait à se concentrer sur les victimes et ignorer la responsabilité des acteurs qui participent à leur production. Avec ces premiers travaux, je ne faisais pas encore le lien avec mon constat initial. Et au début des années 90, l'opportunité de rentrer en thèse et d'étudier les relations interethniques dans un autre espace social que celui de la ville et d'utiliser en fait mon terrain professionnel qui était l'univers hospitalier m'y ramena quand même, quoique pas tout à fait immédiatement. Je subissais cette fois-ci l'influence de Marie Stripier, ma directrice de thèse, et mon attention se portait cette fois sur plutôt les relations. Elle-même était sociologue du travail, donc elle m'encourageait à travailler sur les relations qu'entretenaient les professionnels sous couvert de leurs différentes identités sociales. Et ce faisant, donc, j'avais obtenu de travailler sur une base de données concernant les quelques 3000 professionnels hospitaliers de cet univers, donc, et l'analyse statistique avérait très significativement une stratification des genres et des origines, par ailleurs assez perceptible évidemment à l'observateur. La division genrée du travail en santé avait déjà été travaillée par d'autres avant moi, et notamment Claudine Herzlich et ses collaboratrices qui s'étaient intéressées aux médecins à cette époque-là venaient de publier, donc en 1993, un ouvrage où elles soulignaient que lorsque les femmes accèdent aux professions médicales, voire y sont majoritaires, c'est sur des domaines moins spécialisés où le prestige est moindre comparativement aux spécialités nécessitant des technologies ultra sophistiquées où se réfugient les hommes. En revanche, la division par les origines n'avait pas produit de travaux en France, dans cet univers-là tout au moins, et en fait, même si un article que j'ai découvert un peu plus tard venait de paraître de Evelyn Nakano-Glenn sur la division raciale du travail dans le système de santé américain, il n'avait donc pas encore traversé l'océan et je ne l'ai pas utilisé malheureusement dans ma thèse, mais bon, depuis bien sûr je l'ai lu. Et j'encourage à le lire, très éclairant. Donc cette analyse statistique, en tout cas à laquelle je me livrais, attestait de cette division rationnelle des sexes. Les hommes étaient majoritaires dans les emplois de médecins, de cadres infirmiers supérieurs, les cadres supérieurs administratifs, et voyaient leurs effectifs décroître au fur et à mesure que l'on descendait dans la ligne hiérarchique et la valeur symbolique des emplois de façon très significative. L'étude des profils accusait également un écart de répartition entre les lieux de naissance et les nationaux, ou des lieux de naissance, les nationaux occupant de facto les meilleures positions par rapport aux immigrants. Mais au-delà, une dimension ethnico-raciale structurait significativement une ligne de partage des emplois, avec d'un côté les domiens qui occupaient majoritairement des postes de catégorie B, mais surtout C et D de la fonction publique. En gros, on les retrouvait principalement dans les postes d'infirmiers, de faisant fonction infirmiers, d'aides-soignants et d'agents de services hospitaliers, alors que seulement 0,9%, moins de 1% des Français nés en métropole étaient dans ce cas. Dans le corps des médecins, on retrouvait de façon assez importante à ce moment-là des Sud-Américains, mais pour ce qui en était des Maghrébins, c'était un cinquième de la population de cet hôpital, et pour les Africains, seulement 10%. Les 2/3 des femmes originaires du Maghreb étaient dans les catégories aides-soignantes et femmes de service, et toutes les femmes d'Afrique subsaharienne et 50% des hommes subsahariens étaient dans la catégorie D, donc soit la dernière catégorie de la fonction publique hospitalière, peut-être ces fameux soignants ségrégés qu'évoquait Élise Pestre. Donc l'étude de l'organisation du travail en santé dévoile des points d'intersection entre ethnicité et genre qui poussent les femmes des milieux populaires vers certains emplois et les tiennent à l'écart de certains autres. Les catégories de genre et d'ethnicité, pas plus que la classe, ne constituent bien sûr des catégories objectives. Bien au contraire, genre et ethnicité ne sont que les produits de construction sociale, avec la mise en exergue de caractéristiques chargées d'emblématiser de soi-disant différences entre des groupes
et de les réifier comme minorités naturelles. Des catégories qui, par contre, une fois construites et essentialisées, agissent comme des prophéties autoréalisatrices et s'imposent comme autant d'injonctions de conformité aux individus qui en reçoivent le rôle. Par la suite, j'ai continué ces investigations sur la stratification en France, mais également au Canada, en examinant davantage les processus qui pouvaient conduire à ces états. Et toutes les études que j'ai menées sur ce sujet, donc en gros entre 1990 et 2005-2006, ont convergé vers les mêmes résultats, quoique la stratification genrée, ethnicisée ou racisée du travail soit perçue comme une sorte de division naturelle et spontanée du fait de compétences qui seraient intrinsèques, comme par exemple ça l'est pour les mères africaines, il y aurait des compétences naturelles qui caractériseraient les individus. Elle est en réalité donc le produit de rapports sociaux de domination construits dans une histoire séculaire, régénérée par un contexte économique, politique, social, dans un monde globalisé où s'accroissent les interdépendances. Et bien sûr, la seule lecture des politiques sanitaires n'est pas suffisante pour comprendre le processus qui structure les emplois par le genre et l'ethnicité et la classe. D'autres politiques s'articulent à celles-ci. Les politiques de l'emploi, bien sûr, qu'on dirige par exemple les immigrants vers des secteurs d'emploi, comme actuellement en France, vers les secteurs des services de la domesticité, notamment le secteur des services à domicile, mais également les politiques migratoires et toutes les formes de sélection qu'elles autorisent. Dans un article publié en 2008, Eleanor Kaufman invitait à prendre en compte le rôle de l'État dans la production de l'offre et de la demande pour ce qui concerne le travail du care. Elle l'invitait à penser que le marché, ce n'est pas le marché seul qui provoque le transfert du travail entre les foyers autour du globe, et qu'elle ajoutait que les lois visant à réguler l'immigration structurent l'offre de travail par les politiques d'immigration sélective, et que celle-ci résulte d'un système complexe de stratification liée aux rapports sociaux de classe, de sexe, de race, fondés sur l'articulation des qualifications obtenues, du mode d'entrée du pays d'immigration, de la nationalité, avec une concurrence mondiale pour saturer les migrants les plus qualifiés. Mes analyses prolongent exactement cette pensée-là, en montrant que la face cachée de la bienveillance à l'égard de l'immigration convoitée est en fait la part dans l'ombre réservée aux femmes des pays du Sud qui n'ont pas vraiment d'autre choix que de venir au chevet de nos personnes âgées, de nos enfants handicapés, de nos déficients mentaux, soit au service donc de la population riche des pays du Nord dans des emplois dévalorisés et dévalorisants. Arrivé à ce stade de l'analyse, donc nous pouvons, comme je l'ai fait pour la ségrégation, nous demander si la stratification professionnelle qui tient à distance les femmes, et en particulier les femmes ethnicisées et racisées des emplois les plus convoitables, est autre chose qu'une discrimination dans l'espace social. Stratification est un terme dérivé du latin stratum, qui se traduit par couche ou niveau, avec son suffixe ation, qui signifie l'action de ranger en couches. Tout comme le terme ségrégation, celui de stratification isole les strates des unes des autres, et les couches les plus hautes viennent se poser au-dessus des premières. Sous l'angle du niveau, nous pouvons faire l'analogie avec le critère qui se veut a priori le plus objectif des différences de traitement entre les strates, que ce soit en termes de rétribution ou de reconnaissance, le fameux diplôme ou le niveau de formation. Mais c'est oublier que le lien entre formation, diplôme et rétribution et reconnaissance est un choix de société, une construction de la valeur sociale du travail dont les féministes ont bien montré le caractère arbitraire. Ranger, organiser les emplois en couches, c'est à la fois s'assurer d'un certain ordre du tout, mais c'est aussi rendre difficile le passage entre les couches qui viendrait perturber cet ordre. Comme avec ségrégation, il s'agit bien de maintenir disjoint ce qui pourrait être joint. Et toute l'histoire des professions sanitaires, du sanitaire et du médico-social nous enseigne les processus qui ont décidé de la construction de ces strates et des motifs qui ont conduit ceux qui se trouvaient en haut de la hiérarchie sociale, les médecins et politiques, et très souvent dans le XIXe siècle, ils cumulaient les deux, à se doter d'une main-d'œuvre à leur service. C'est suite à ces recherches de la première partie de ma carrière de sociologue, ma réflexion prenant un peu plus d'ampleur, dans la mesure où la stratification m'apparaissait inscrite dans des rapports de domination, et pour le dire plus clairement, dans un ordre social, ethniciste, raciste, sexiste, classiste, que je suis revenue à ma première observation sur la surreprésentation à l'hôpital psychiatrique des jeunes hommes migrants ou descendants de migrants, originaires du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, dans des placements sous contrainte.
j'ai récemment accompagné 2 études de jeunes étudiantes en master sur les hôpitaux psychiatriques de Sainte-Anne et de Paul-Guiroville-Juif qui confirment que cette situation semble encore vraie, du moins en région parisienne. Dans cette lignée, je me suis moins intéressée dans 2008, 2009, 2010 à l'état de santé de personnes immigrées et à la façon dont celles-ci et leurs enfants étaient pris en charge dans les services de soins. Je parlerai rapidement d'une étude que j'ai conduite dans 3 services de maladies infectieuses de CHU de la région parisienne auprès de patients diagnostiqués pour un VIH positif. Au cours de l'enquête, donc, l'attention avait été portée sur le suivi médical des patients dans ces 3 services et plus spécifiquement, j'ai examiné les différences de traitement pour évaluer si elles pouvaient recéler une dimension discriminatoire relative aux origines réelles ou supposées des patients. Autrement dit, pour caractériser une pratique discriminatoire en santé, il faut donc non seulement qu'il y ait un traitement différent dans le cours des suivis thérapeutiques, mais encore que cette différence de traitement ne soit pas fondée en clinique, donc soit d'une part illégitime, c'est-à-dire que sa justification n'est pas acceptable parce qu'elle ne concorde pas avec l'objectif visé et les moyens mis en œuvre, et d'autre part arbitraire, c'est-à-dire fondée sur des postulats qui présupposent des comportements ou des capacités sur la base de critères subjectifs, de préjugés ou de représentations stéréotypées. Donc les données, je passe sur les données rapidement, ont été collectées auprès d'un peu plus d'une centaine de patients et nous avons, avec des accès à leur dossier, ce qui permettait de vérifier l'ensemble des données cliniques. Ces patients-là ont été interrogés avec un questionnaire, avec des questions ouvertes et des questions fermées qui ont été prolongées par des entretiens semi-directifs. Et puis, nous avons également interrogé les praticiens de ces patients avec des entretiens dits d'explicitation qui visent à faire revenir les médecins sur les éléments qui, par les décisions qu'ils ont prises au cours de leur suivi, ont structuré les parcours de soins. En ce qui a trait à la phase initiale du dépistage, pour les Français, c'est souvent une démarche dont ils ont eu l'initiative, que ce soit dans un centre de dépistage où ils se sont rendus ou suite à une discussion avec leur médecin. En revanche, pour les minoritaires, c'est le plus souvent dans un cabinet médical ou à l'hôpital où ils se sont rendus pour une consultation, pour autre chose, qu'ils vont découvrir leur séropositivité. La demande est en général initiée par le médecin et contrairement à la loi, le dépistage est parfois fait à leur insu. Et ce, plus encore souvent pour les femmes que pour les hommes. Sans que soient remises en cause les compétences médicales et le fondement clinique qui ont présidé aux décisions prises à l'endroit des personnes séropositives, à cette étape de la maladie, nous pouvons constater que les marges de négociation sont d'ores et déjà bien différentes selon les origines supposées des uns et des autres, et semble-t-il selon le sexe. Les trajectoires des majoritaires s'engagent dans une relation qui leur permet de faire des choix, de participer au tracé de cette trajectoire comme de véritables acteurs de leur vie. Pour les minoritaires, c'est apparemment moins vrai. Plus dirigés qu'invités à prendre part aux décisions, ils sont, dès le début du parcours, davantage placés sous l'autorité des professionnels qui peuvent aller jusqu'à décider pour eux, à leur place, et quelquefois même sans leur demander leur avis. Dans le cours des soins, les observations m'ont rapidement amené à noter l'importance que les soignants accordaient à l'observance des traitements médicamenteux. Du fait des progrès pharmacologiques, la mauvaise observance est cependant plus difficile à confirmer et les médecins sont face au dilemme qui consiste à prendre le risque de s'en remettre au dire du soigné, ou d'en faire fi et de suivre leurs intuitions, quitte à tomber dans l'arbitraire. Les analyses réalisées à partir des données sur la probabilité pour un soigné d'être ou de ne pas être mis sous surveillance d'observance ont révélé qu'après contrôle des données cliniques, la catégorie d'origine supposée par les soignants est un excellent facteur prédictif. Autrement dit, ceux à qui l'on suppose une origine africaine ou maghrébine ont une probabilité significativement beaucoup plus élevée d'être mis sous surveillance d'observance que ceux qui sont originaires de France ou du moins catégorisés comme tels. Cette probabilité résiste à l'introduction de toutes les variables dans les analyses multivariées que j'ai réalisées. Dans le cours des suivis thérapeutiques comme à l'étape du diagnostic, les personnes qui sont classées comme africaines ont moins de possibilités de négocier les modalités de leur prise en charge. Face aux minoritaires, les médecins sentent leur autorité forte et font ce qu'ils pensent qu'ils ont à faire pour les soigner, comme ils le disent souvent, pour faire pour le mieux. Curieusement, ils nous diront d'ailleurs à la fois que les Africains sont plus dociles, mais qu'il faut les surveiller plus, parce que plus à risque de ne pas suivre leur traitement ou les consignes qu'on leur donne en matière d'hygiène. Un peu comme s'ils avaient affaire à des enfants, les médecins jugent alors que ces patients ont besoin d'être plus cadrés. Je reprends, c'est un terme qui nous a été donné comme tel. Face aux Français, en revanche, et notamment du fait de l'action qui a été menée par les associations homosexuelles dans le cadre de l'épidémie du sida, les médecins ont appris que leur autorité peut être contestée. Ils nous disent
ils savent souvent mieux que moi ce qu'il faut faire, et ils sont souvent plus au courant que moi des derniers traitements. Donc ils savent que les patients français entendent être des acteurs, si ce n'est des partenaires de leur suivi médical. Enfin, j'essaie de terminer, l'analyse des parcours en soins a montré que les patients qui ont une très forte probabilité d'être inscrits dans les essais thérapeutiques sont les hommes du groupe majoritaire. Et quand j'ai interrogé les médecins sur ces choix-là, sur les raisons donc, qui motivaient l'inscription d'un patient dans un essai, les réponses qu'ils ont fournies font exactement écho à celles qu'ils donnent sur les raisons de mettre ou de ne pas mettre en surveillance d'observance. Selon leur point de vue, la participation à des essais thérapeutiques implique le plus souvent un suivi rapproché, au moins depuis le début de la recherche, et nécessite que l'agenda soit scrupuleusement suivi. Et pour ça, ils disent objectivement retenir 3 éléments pour décider de quel patient sera inscrit dans cette étude. La disponibilité du patient, ses capacités cognitives et ses capacités culturelles. Dans les faits, ils anticipent les réponses à ces critères pour les patients qu'ils estiment a priori trop différents, peu capables de se rendre disponibles aux contraintes d'un essai et inaptes à la compréhension des enjeux. Ils ont déclaré dans les entretiens qu'ils ne le proposaient pas aux Africains, présumant que ceux-ci refuseraient de toute façon en raison du rapport culturel qu'ils entretiennent avec le corps et avec la maladie. Et de toute façon, ils les perçoivent comme non assidus, incapables de se rendre au rendez-vous. Ils consultent à l'africaine, comme ils disent. Donc, ils sont plus à risque de non-observance au traitement et donc de mauvais prétendants aux essais thérapeutiques, puisqu'ils sont moins conscients, moins responsables face à leur maladie, trop fragiles, pas assez éduqués, voire pas assez cortiqués. Au final, ceux qui se voient proposer de participer à des essais thérapeutiques sont les hommes du groupe majoritaire, et même si, paradoxalement, ces hommes exercent une activité professionnelle souvent à temps plein, ce qui réduit leur disponibilité quotidienne et peut comporter un certain nombre de contraintes sur leur lieu de travail et dans leur rapport socio-professionnel où, nous l'ont bien dit, la maladie est très loin d'être simple à gérer. Donc la discrimination dans le cours des soins reste une dimension peu explorée en France, mais ses résultats convergent avec les quelques études, et d'ailleurs Élise en a nommé quelques-unes, qui avèrent des écarts de traitement entre les différentes catégories sociales de malades, que ce soit de sexe, d'origine ou de classe. Et pour conclure, je dirais qu'il me semble que nous parlions en fait de stratification ou de ségrégation ou de discrimination. Nous sommes de toute façon dans l'ordre des actes, et les situations que j'ai rapportées dans chacune de ces recherches sont, me semble-t-il, le produit de rapports sociaux inégalitaires. L'usage des termes qui se déploient dans des espaces sociaux singuliers, le territoire, le logement, la santé, l'école ou d'autres, et qui voudraient que les phénomènes soient abordés et étudiés comme distincts, crée une nébuleuse autour de cette chaîne sémantique qui dissimule les ambiguïtés de chaque terme, alors qu'il faudrait au contraire justement en éclaircir les rapports. La discrimination sous ses formes sociales et spatiales, que sont la ségrégation résidentielle et la stratification des emplois, est une imputation d'altérité. C'est l'imposition de frontières entre soi et l'autre, entre des majoritaires et des minoritaires, au désavantage des minoritaires, bien sûr. Un très très grand merci. On vous a suivi dans cette trajectoire et dans ces enquêtes. Et donc, sans plus attendre, nous passons la parole à Marcella Gargiulo, handicap, figure de stigmatisation. Voilà le titre. Bon, merci beaucoup, Élise, de m'avoir invitée. Nous avons écouté des choses autour de la ségrégation, de la stratification, de la discrimination, et maintenant on va parler de la stigmatisation. Et donc, je vais utiliser la figure du handicap pour évoquer ces questions autour de la stigmatisation, parce que la figure du handicap et la clinique du handicap est la mienne. Je travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière depuis 25 ans, dans un service de patients atteints des maladies génétiques, des maladies neuromusculaires, avec des atteintes motrices souvent sévères et, comme je l'ai dit, d'origine génétique. Et donc, pour commencer, je voulais vous renvoyer tous à un ouvrage qui, pour moi, était réellement très important dans la réflexion sur ces sujets, qui est l'ouvrage que vous connaissez tous, qui est l'ouvrage d'Erving Goffman, Stigmate. Stigmate au pluriel. Et je voulais introduire mon propos
en attirant votre attention sur quelque chose que moi j'ai découvert presque 10 ans après avoir eu le livre chez moi. Donc je l'avais chez moi, je l'avais dans ma bibliothèque, je l'avais souvent consulté et je n'avais jamais vu que lorsqu'on ouvre la 2e page, on trouve une lettre dans cet ouvrage qui initie les propos. Et donc cette lettre est une lettre écrite par une adolescente de 16 ans qui demande une solution à sa situation désespérée. L'auteur de la lettre explique que sa mère pleure quand elle la regarde. Quel est l'objet des moqueries de la part des garçons en raison de son visage déformé par l'absence de nez. Elle se demande qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour avoir un sort aussi horrible, tout en reconnaissant avoir fait des mauvaises choses pendant sa petite enfance. Elle conclut que celle-ci ne pourrait aucunement être à l'origine de son handicap puisqu'elle est née ainsi, sans nez. Son père, pour la consoler, lui dit que peut-être elle aurait pu faire quelque chose de mal dans une autre vie, par exemple. Mais sans trouver, comme vous l'avez bien compris, des réponses sur la cause de sa difformité, sa lettre conclut avec une interrogation poignante. Elle se demande « Dois-je me suicider ?» et la lettre est signée amicalement désespérée. Donc avec cette lettre, Goffman plante les décors et nous offre une équation de ce qui se joue pour le sujet lorsqu'il est porteur d'un stigma. Règne ainsi dans cette lettre les poids du regard de soi sur soi, le rôle fondateur du regard de l'autre, le rejet provenant des autres. Honte et culpabilité transpirent de cette lettre que je suis sûre vous lirez ce soir en rentrant. Lettre interrogative sur la causalité, comme un cri des douleurs d'être né, d'être ce qui lui manque, qu'il a défini. Un nez. La lettre nous laisse, et j'espère que vous le ressentez aussi, pressentir que le processus de stigmatisation est le fruit d'une co-construction qui se joue sur le plan duel, sur le plan groupal et social, et qui ne laisse pas celui qui est porteur dans une position passive. Être porteur d'un stigmate conduit la personne qui le porte à un travail psychique. Dans le cas de notre jeune adolescente, trouver un sens à son visage déformé, au stigma qu'il identifie comme un être porteur d'une faute et dont elle doit payer la dette, quitte à sauter la vie. Sauter la vie pour ne pas continuer à souffrir. Ce qui se joue au fond dans cette clinique, qui est la clinique du handicap, c'est cette question de l'inadéquation fondamentale entre l'être et l'apparence. La difformité représente en effet un masque qui aliène le sujet dans une douloureuse dichotomie narcissique entre ce qu'il ressent, être, et ce qu'il donne à voir. Donc, comme vous voyez, je vais mettre l'accent sur cette idée que la stigmatisation est le fruit d'une co-construction et qui ne laisse pas la personne passive devant le regard de l'autre. Donc, je vais insister ici sur le fait que l'handicap, avec les sentiments d'être amputé parfois du monde des normands, peut être l'occasion, lorsque le sujet peut le réaliser, d'un travail intense de théorisation profane.
la douleur psychique, lorsqu'elle est prise dans un univers symbolique, peut être en effet mieux supportée que celle qui reste sans représentation associée, sans logique, sans symbolisation possible. Et chez l'homme, comme dans chacun d'entre nous, la douleur consécutive à la perte est souvent, très souvent, une invitation à formuler des interrogations existentielles, à la découverte des énigmes, et c'est ces confrontations personnelles que chacun d'entre nous peut faire devant la perte qui va donner lieu à un intense travail de théorisation profane. Donc, chez les sujets porteurs du handicap, on va retrouver toute une série d'explications que le sujet va se faire sur l'origine de sa situation, qui va tenter d'expliquer, de restituer ce qui lui arrive dans la ligne de sa vie, dans son historicité. Et ce travail de théorisation, qui est un concept très connu, qui est élaboré par plusieurs auteurs, dont Pedinelli, Jean-Louis Pedinelli, Roland Gori, Philippe Guton, Marie-Josée Desvolgo et bien d'autres, c'est ce qu'on appelle les romans de la maladie. Et Roland Gori explique que le roman de la maladie, c'est une construction imaginaire que la personne se donne spontanément pour expliquer ce qui lui arrive. Ces explications fonctionnent comme un réordonnancement des signifiants de sa propre histoire dans un roman qui serait la preuve du penchant inépuisable que l'être humain a pour trouver la causalité des choses. L'être humain ne peut pas s'empêcher d'attribuer une cause et un sens à tout événement, aussi absurde soit-il. Roland Gori, dans la préface de livre de Marie-Josée Desvolgo, a fait un recueil des citations de Stefan Zweig sur ce travail de théorisation, sur cet effort qui fait le sujet pour essayer de s'approprier, de comprendre ce qui lui arrive. Et donc, il a recueilli toute une série de citations dont je vous ferai part que de quelques-unes, mais je vous renvoie à ce texte qui est dans le prologue de l'ouvrage de Marie-Josée Desvolgo. Donc, Roland Gori cite Stefan Zweig. Il dit, Stefan Zweig, « Tout être qui souffre cherche à découvrir l'essence de sa souffrance. La maladie lui paraît toujours envoyée par quelqu'un. Et l'être inconcevable qui l'envoie doit avoir bien des raisons pour le faire pénétrer précisément dans tel ou un tel corps. Quelqu'un doit en vouloir à l'homme qu'elle atteint, être irrité contre lui, l'haïr, le punir pour une faute, pour une infraction, pour un commandement transgressé. » Donc, Zweig rend compte ainsi de la dimension surmoïque, punitive et accusatrice que la maladie et l'handicap peuvent provoquer chez les sujets. Et ça me semble être quelque chose de très important, parce que ça montre bien que devant la stigmatisation, devant le regard de l'autre, le sujet ne reste pas passif et il est donc soumis à un important travail des théorisations profanes pour essayer de subjectiver ce qui lui arrive. Alors, revenons à Goffman pour rappeler que pour Goffman, un stigma s'est construit par un double mouvement. Et Goffman est très précis, il dit le stigma s'est construit par un double mouvement. S'identifier et être identifié. En effet, selon Goffman, le mot stigmate sert à désigner un attribut qui jette un profond discrédit sur la personne, mais il faut bien reconnaître qu'en réalité, c'est en termes de relations et non des attributs qu'il convient de parler. Donc, vous voyez bien qu'on est là dans une définition de ces processus de stigmatisation qui est bien située
dans la relation à l'autre. C'est vrai que les travaux de Goffman ont été réalisés dans une société américaine des années 50, mais il faut bien préciser que cet ouvrage reste d'une actualité époustouflante, malgré les discours inclusifs actuels. Je vous assure que si on regarde seulement les barrières architectoniques de certains amphis, ou de certains cabinets où certaines femmes pourraient aller, handicapées, pourraient aller faire une mammographie, par exemple, on se rendrait compte que l'ouvrage de Goffman n'est pas du tout obsolète et que ce qu'il signale reste encore dans nos pays d'une grande actualité. Alors, je vais vous raconter une vignette clinique avec laquelle je vais terminer pour montrer aussi comment ces processus de stigmatisation va justement être un facteur de travail personnel pour la personne en situation de handicap. Dans le cas dont je vais vous parler, c'est une femme de 38 ans qui est atteinte d'une maladie, qui est une maladie génétique, autosomique dominante, qui est une ataxie cérébelleuse et qui a comme caractéristique le fait qu'elle donne des troubles du cervelet, donc c'est le cervelet qui est atteint, donc elle a des troubles de l'équilibre, il y a des troubles moteurs, elle a du mal à marcher. Donc cette patiente m'explique que sa maladie et son évolution lui infligent une démarche ébrieuse pour les raisons que je viens de vous dire. Et donc, elle m'explique que progressivement, elle reste recluse chez elle pour éviter les regards et les commentaires des personnes qui pensent dans la rue qu'elle a bu. Donc, chaque sortie dans la rue représentait pour elle une exposition au regard qu'elle qualifiait d'insultant, jusqu'à un jour où elle vient me voir à ma consultation et elle me dit que sa fille, âgée de 7 ans, lui a demandé de ne plus venir la chercher à la sortie de l'école. Et sa fille lui explique que ses camarades lui disent que sa mère a bu et qu'elle est bizarre et qu'elle devait être sûrement prostituée. Donc l'estime de soi chez cette femme est profondément entamée, elle se sentait jetée hors de la communauté humaine. Ce qui aggravait davantage ses problèmes moteurs était le sentiment d'être dans la rue, comme, disait-elle, comme au bord d'un gouffre qui pourrait l'engloutir. Alors, ce qui la stigmatisait n'était pas tant sa maladie, mais son identité sociale des mères qui était réduite au discrédit par la discordance entre l'un de ses attributs et les attentes normatives de la société. Ce n'est pas la femme malade qui produisait de la violence et réveillait de la suspicion, mais sa démarche ébrieuse qui ne correspondait pas à ce qu'une mère devrait être pour la société. Ces processus est très fréquent chez les personnes en situation de handicap, souffrant des maladies invalidantes, qui sont exclues et s'excluent des interactions sociales parce qu'elles interrogent les rapports à la norme et les caractéristiques qui sont socialement reconnues, acceptées et partagées. Une mère ne doit pas marcher des travers, elle doit être comme les autres mères, se tenir droite, faute de quoi elle peut être qualifiée d'alcoolique et de prostituée. Mais ces effets produits sur les autres faisant tout de même écho à son histoire d'enfant. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'important parce que sinon on peut rester fasciné, figé sur la question du handicap et la stigmatisation. Ce que j'essaye de vous transmettre, de partager avec vous, c'est l'idée que c'est une co-construction. Voilà. Cette femme, elle avait été donnée par ses parents biologiques à sa tante maternelle et son mari, qui, eux, n'avaient pas pu avoir d'enfants.
En échange, ces parents adoptifs devaient payer les parents biologiques pour leur avoir donné l'une de leurs filles, moyennant ainsi la possibilité de garder cet enfant dans leur foyer. Cette révélation sur sa véritable filiation est intervenue au moment où elle déclarait la maladie, car celle qu'elle considérait son oncle, n'est-ce pas, mais qui était en réalité son père biologique, vous avez bien compris que c'est une maladie génétique, était atteinte de la même maladie qu'elle. Donc le sentiment honteux d'avoir cru ses parents adoptifs, la blessure d'avoir été abandonnée dans d'autres bras, alors qu'elle découvrait qu'elle avait d'autres sœurs qui, elles, vivaient avec ses parents biologiques, se reproduisait à chaque fois qu'elle sortait dans la rue, c'est qu'elle engendrait à présent dans le regard des autres et dans sa vérité imaginaire était le reflet de ce qu'elle avait expérimenté au plus profond d'elle-même, être un enfant dévié et mauvaise, donnée à d'autres parents en échange d'argent. J'ai encore 5 minutes? Non. 2. Donc, la clinique de l'handicap, Élise, a rappelé des choses. Je découvre combien il y a des points en commun et combien nos cliniques qui sont assez différentes, en quelque sorte, ont des points en commun qui sont très importants et qu'il faudrait qu'on mette en commun. Je voulais dire que dans la clinique, l'envahissement par la réalité se fait jour dans l'espace thérapeutique, par le poids de l'organicité, par le poids du savoir médical vis-à-vis du corps, par les pratiques rééducatives intenses auxquelles ces patients sont soumis, par les soins quotidiens dont parfois ils sont dépendants, par la présence des appareillages, des corsets, des fauteuils roulants, des béquilles, parfois des trachéotomies. Ces réalités peuvent devenir des obstacles à l'écoute des enjeux psychiques, des fantasmes inconscients liés à la réalité envahissante du handicap. Et si le contre-transfert, dans ces cas particuliers, que la clinique du handicap est une épreuve pour le thérapeute, c'est bien parce que l'handicap bien frappé à la porte de nos plus profondes angoisses, de nos peurs infantiles et de nos propres positions dépressives. En conséquence, les désirs de réparation nous guettent et nécessitent d'être travaillés par le thérapeute pour qu'ils ne sombrent pas dans une hyperactivité verbale avec nombreuses interventions, avec remplissage des silences, la banalisation, des fausses rassurances, ce qui ne laisse pas les sujets exprimer ces fantasmes, mais qui les propulse plutôt dans un discours opératoire qui l'éloigne beaucoup d'un travail de symbolisation et de subjectivation. Merci. Un très grand merci pour cette intervention. Vraiment, vos trois interventions se répondent et cette fin sur vraiment le retour au sujet répond bien sûr à la proposition d'Élise, sur le retour à soi-même aussi face à l'autre. Alors je suis aussi très impressionnée finalement par les jeux d'échelle et les jeux pluridisciplinaires que vous avez joués, que vous nous avez proposés avec finalement une enquête, une vraie trajectoire avec plusieurs enquêtes pour le sociologue et puis cette vignette clinique et qui nous ont permis donc de passer de l'institution à l'espace social, à l'interrelation. Vous étiez vraiment dans la tradition interactionniste de Goffman, jusqu'au sujet inconscient. Donc on a beaucoup joué entre ces espaces et j'ai vraiment trouvé vos propositions formidables et je regrette vivement d'être présidente et pas discutante parce que j'aurais voulu discuter beaucoup plus et qu'on n'a pas le temps. Voilà, donc ce qui me frappe finalement, c'est qu'à travers ces jeux d'échelle, vous avez
proposer des processus qu'on retrouve, aussi bien donc Marguerite qui nous parlait de ces manières donc de caractériser, de naturaliser et de ségréguer à travers les points d'intersection entre l'ethnicité et le genre, mais il ne fallait jamais considérer des états, mais toujours des processus finalement, dans ces modes de stigmatisation et de discrimination dont vous traitiez. Et Marcella qui vient de nous rappeler aussi que la stigmatisation, c'est toujours dans la relation, ce n'est jamais un attribut, donc on retrouvait ce même mouvement. Et finalement, dans vos 3 propositions, j'ai entendu continuellement le retour du ségrégué, ce que nous avait proposé finalement Élise, en montrant ce retour dans le rapport à l'autre, ce retour du ségrégué qu'on contient en soi. Alors, je n'étais pas là ce matin, donc je ne sais pas sur quoi apporter les premières propositions, mais je suppose qu'il y a eu cette idée du retour du ségrégué qu'on porte en soi aussi. Voilà. Alors, avant de laisser la parole bien sûr à la salle, je suis frappée de ce qu'on a parlé de plusieurs modes finalement de ségrégation, discrimination, stigmatisation, stratification même, pour être dans une sociologie de la stratification. Je me suis posé des questions autour de vos enquêtes. Alors, je vais vraiment limiter mes questions pour vous entendre, vous, plutôt. Une question que je me suis posée, c'est, par exemple, y a-t-il, dans les formes de ségrégation dont parle Élise, faut-il questionner de la même manière ces ségrégés et ces formes de ségrégation? Autrement dit, on a une population vulnérable, on a des soignants qui, finalement, construisent en eux-mêmes, dans ce jeu d'identification, une ségrégation. Il me semble que ce n'est pas la même ségrégation. C'est une question. La deuxième, est-ce qu'on ne pourrait pas questionner les formes de ségrégation ou les ségrégations? Je vois que la ségrégation revient au singulier, mais il me semble qu'elle est très plurielle, en particulier dans cette forme-là. Une deuxième question que je me posais, c'est y a-t-il dans vos enquêtes un retour, autrement dit, ces soignants dont on a parlé, y a-t-il un espace de supervision pour ces soignants, ou est-ce que l'enquête fait effet de supervision? Et c'est une question que j'aurais voulu poser à la sociologue. Est-ce que la sociologue devient elle-même un petit peu psy aussi à un certain moment, lorsque son regard porte sur des pratiques comme celle-là, des pratiques qui sont donc des pratiques de ségrégation? Y a-t-il un retour, finalement, de ces processus vers l'objet d'étude, C'est une question que je me posais en vous écoutant. Voilà, je crois que je vais limiter ici mes questions, et j'en aurai 1000, donc je m'arrête. Et puis ensuite, on mettra la salle à contribution. En fait, moi, j'ai une expérience déjà assez différente. Comme je mène des terrains au Canada et des terrains en France, j'ai une expérience très différente, en fait, dans les 2 pays. Et qui tient pas aux soignants seulement, loin de là, qui tient à la volonté politique. Donc, en fait, l'expérience que j'ai au Canada, c'est qu'il y a une véritable volonté politique que la recherche revienne dans les milieux de pratique. Et donc, il y a une exigence qui est faite aux chercheurs de penser le retour. Et donc, il y a une pratique qui a maintenant une vingtaine d'années, qui a fait son travail et qui permet un véritable dialogue. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais il y a cette ouverture qui permet d'engager le dialogue et aussi, mais tout autant pour le chercheur, d'avoir aussi des retours sur ses interprétations, ses analyses. Donc, c'est assez fructueux comme modalité. En France, on est loin de là. J'ai entendu récemment qu'il y avait une volonté d'aller là, mais on en est encore très très loin. Et les milieux sont, je dirais, très frileux. On commence d'avoir l'anthropologue de service, mais j'en discutais récemment avec des collègues qui se trouvent à travailler justement dans les services de VIH dans la région PACA et qui disaient
l'expérience qu'on a en ce moment, c'est que surtout que les médecins nous tolèrent tant qu'on est d'accord, tant qu'on va dans leur sens. En fait, tant que l'anthropologie leur permet de conforter leur propre position. Et ils appréhendent différemment le sociologue. Ils ont plus d'inquiétude vis-à-vis des sociologues. Et j'ai parlé des 3 services avec lesquels j'ai travaillé, et ça a été il y a eu un service où l'implantation a été relativement simple parce que le chef de service avait lui-même été impliqué dans l'enquête VESPA, enfin les grandes enquêtes qui justement ont pris l'habitude de travailler avec des gens des sciences sociales. Dans le 2e, c'était un peu à laisser faire, très, mais en même temps très discréditant d'entrée de jeu. Et dans le 3e, ça a été une résistance énorme. La plantation a mis 6 mois pour se faire, et elle s'est faite à la fin un peu de guerre lasse. Et donc la qualité des retours, évidemment, est déjà dessinée dans ces rapports qui s'engagent sur ces modes-là. Donc voilà, quand on a la possibilité que ça se passe, moi je pense à une recherche qui a été faite récemment avec une doctorante où on a eu le chef de service dans les membres du jury, ce qui est donc important. Mais en même temps, j'ai une expérience dans une PAS actuellement, une permanence d'accès aux soins qui est en train de s'achever de façon désastreuse et sur du non-dit. Parce qu'effectivement, nos analyses ne vont pas du tout dans le sens que l'imaginait le chef de service. Donc voilà un peu. Non, peut-être juste quelques mots par rapport à... Merci beaucoup pour tes remarques, Marie-Caroline. Et j'ai beaucoup aimé ton expression, là, je trouve très opportune, du retour du ségrégué. Hein, finalement, je me dis que ça fait sens avec ce qu'on vient de travailler depuis ce matin. Et est-ce que ce ne serait pas, c'est des questions, hein, tout ça bien sûr, mais ce retour du ségrégué qui finalement produirait des mécanismes ségrégatifs, quoi. Hein, voilà, retour du ségrégué, du refoulé. Bon, là, les ponts sont lancés. Je ne sais pas trop, voilà. Après, oui, c'est vrai qu'on a vu un petit peu depuis ce matin. Il y a eu là... C'est intéressant, je trouve, parce qu'on est dans une dimension plus clinique, finalement, plus du côté des pratiques. Et ça va se poursuivre après, d'ailleurs, avec le terrain de l'éducatif, hein, où là, on va aller à l'école et on va voir que là aussi, il y a des mécanismes de reproduction. Mais c'est en ça qu'elle est à la fois structurelle, hein, ce qu'on voyait un peu ce matin, la ségrégation, mais qu'elle est à la fois, dans toutes ses déclinaisons, justement, et plurielle, quoi. Hein, en tant qu'elle est du côté des pratiques et des effets de ségrégation dans le lien social. Et c'est en ça que ça fait peut-être pont, justement. Donc voilà, moi, je n'ajouterai pas grand-chose d'autre. Je vais te poser une question. Dans la recherche dont tu as parlé des soignants, mais est-ce que vous avez étudié les soignés? Alors non, pas encore. Il y a l'autre collègue qui a rejoint, Laure Volmark, voilà, qui fait partie aussi de ce projet. Hein. On est toutes les 3 inscrites dans cette recherche qui se poursuit d'ailleurs. Ça faisait partie un peu de notre projet, mais bon, enfin bref, c'est des histoires de financement qui font que finalement on n'en est pas encore là. Mais oui, peut-être à un moment donné. Mais c'est vrai que là, on s'est vraiment concentré du côté des professionnels, oui, de leur vécu, et pas du côté des soignés. Hein, voilà, du côté de ce que vivent les professionnels. Ce que je trouve passionnant, c'est que la réponse que vous venez de nous faire montre qu'à un certain moment, vous êtes vous-même ségrégué par rapport à votre propre enquête aussi. Voilà, donc finalement, un jour, vous vous prendrez peut-être aussi comme la sociologie des minorités fait l'expérience de ségrégation. Et oui, et par rapport à ta remarque, question des supervisions et tout, oui, nous, ça c'est vraiment quelque chose, bon, on est encore dans ce travail-là, mais en tout cas qui est visé, quoi. Hein, ça fait partie du but, on va dire. Vous êtes implanté dans les services ou vous êtes des personnes extérieures? Non, on va dans des services différents. D'accord. Voilà, on se promène. Enfin, on passe du temps quand même, hein, mais on va dans différents services. Ouais. On peut peut-être donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions?
Je me disais, pour revenir, Marcella, sur ce que vous avez dit, qu'il y a un travail de théorisation profane. Voilà une très belle formule, je ne sais pas si elle est de vous, mais il y a aussi un travail de théorisation sacrée et religieux très, très systématique. Enfin, la cause n'est pas seulement une cause profane, mais dans beaucoup, beaucoup de patients qu'on a, et souvent ces patients très vulnérables, souvent c'est un travail de théorisation pas seulement profane. Mais la notion des théories profanes, elle comporte toute une variété finalement des théorisations possibles, des très archaïques à plus élaborées. Certaines sont anthropocentriques, d'autres sont traumatiques, n'est-ce pas ? Et chacun finalement va pouvoir construire en fonction d'où il vient, de qui il est, une théorie qui lui permette de donner une explication. C'est profane dans le sens médical du terme. Je m'amuse en jouant au premier degré sur le terme de profane, mais c'est pour revenir sur cette idée de cause qui, chez beaucoup de personnes, et peut effectivement être une cause extérieure d'autres forces. Enfin, je le prends au premier degré exprès. Je vois bien que vous ne le preniez pas au premier degré. Alors, moi j'ai une question à Élise. C'est surtout métapsychologique, si on peut dire. Si j'ai bien compris, au début de votre présentation, c'était quelque chose autour de la ségrégation comme reconnaissance de jouissance de moi-même dans l'autre. Ma question, c'est pourquoi utiliser la catégorie de la jouissance et pas du désir? Parce que quand nous sommes aux côtés d'un Heimlich, de cet étrange inquiété, dans le parcours freudien sur ce thème-là, nous sommes, à mon avis, du côté du désir. Le désir, il peut être sujet de refoulement, la jouissance, pas exactement. Alors moi, je voudrais comprendre à quel... en fait, pourquoi utiliser cette reconnaissance de la jouissance de l'autre et pas de désir de l'autre, désir de moi-même dans l'autre. Qu'est-ce que c'est la différence qu'il y a de plus cette notion-là? Merci. Très bien. Tu m'aideras. Merci pour cette question tout à fait intéressante. Peut-être parce que là, c'est vrai que je l'ai plutôt situé du côté de la jouissance et moins du côté du désir, parce que justement, dans le sens où il y avait une identification parfois sur des points qui sont des points soit douloureux, soit stigmatisants, soit c'est très massifiant. On est du côté des points, justement, pour reprendre ton expression, de retour du ségrégué, de ce qui n'est pas élaboré, de ce qui fait obscur, enfin des points d'obscurité chez le soignant lui-même. Et du coup, pour moi, ça vient boucher justement le désir du soignant. On le voit bien, on l'entend, je trouve, parfois justement chez les soignants qui sont un peu coupés dans leur désir. Avec ces patients avec qui, voilà, ça bute, quoi, ce qu'on disait, ils ne comprennent pas bien, du coup, ça les met un peu en difficulté, eux, du coup, on se situe moins du côté de ce désir, ça devient moins un patient cause de désir de soins, parfois, et c'est pour ça qu'on réduit le temps qui est donné, on va plus vite, on raccourcit un peu les choses. Pas systématiquement, évidemment, mais ça, on a pu l'entendre, en tout cas. Je ne sais pas trop, mais je crois que tu voulais aussi répondre. Non, parce que je trouve la question absolument passionnante, et en fait, elle m'évoque ce que dit le texte d'introduction, de présentation de ce colloque. Autrement dit, pouvoir relier le sujet au politique, pouvoir relier le sujet au collectif. Et si je trouve que Élise a particulièrement bien employé le terme de jouissance, c'est précisément pour parler pour relier cette jouissance au choc des jouissances dans le totalitarisme, puisque tu es allé jusqu'à cette proposition. Et je crois qu'il y a une vraie question qui est posée, par exemple, en sociologie par quelqu'un comme Alain Ehrenberg, qui pose très très bien cette question en termes de désir et de jouissance, justement, autrement dit, qui pour essayer d'expliquer ces ségrégations, pour essayer d'expliquer également cet effondrement d'un certain nombre de structures, que lui conçoit surtout parce que
le groupe, la société, finalement, aujourd'hui, construit moins le lien qu'il n'est construit à partir de l'individu, pensé au sens de l'individu seul. Hein, voilà. Pour Ehrenberg, donc, toutes ces formes d'effondrement sont largement dues au fait qu'une loi, finalement, la loi qui permettait le désir, la loi qui met les limites, mais c'est aussi la loi qui permet que le désir, c'est la loi qui dit tu ne prendras pas ta mère, et c'est là que le désir naît, enfin ce jeu qu'il y a entre les deux. Et ce que voit très bien, je trouve, Ehrenberg, et c'est là qu'on passe à la jouissance, c'est que lorsqu'il y a un effondrement de la loi, on est dans le sans limite, on est dans le sans bord, et là on passe quelque part à cette jouissance qui n'a plus ses limites. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici à voir qui est, je le dis vraiment trop vite, hein, mais qui est très bien pensé par une partie des sociologues et psychanalystes qui essayent de penser finalement pourquoi on est là dans une forme d'hors limite de la jouissance et du rapport à l'autre et à cette jouissance, qui n'est plus la question du désir, hein, qui n'est plus une forme avec ses propres limites qui existe toujours dans le désir, puisque c'est au fondement du désir. Je ne sais pas si ma réponse est lisible, mais c'est une proposition qui est, par exemple, une des propositions faites par le sociologue Ehrenberg lorsqu'il essaye de penser pourquoi on sort finalement des limites, pourquoi on est sorti des limites. Et là, la jouissance a quelque chose à voir. Donc, nous vous proposons une petite pause avant la prochaine table ronde. Mini pause toute petite pause.